Alors, juste le contexte historiographique de l'intervention. De manière intéressante, l'idée d'évolution telle qu'elle est pensée en particulier par les penseurs allemands autour de la fin du 18e siècle a donné lieu à un certain nombre de controverses historiographiques. Je résume un tout petit peu. Il y a un article de Arthur Lovejoy en 1957 qui est dans un livre sur précurseur de 75, un livre qui s'appelle Précurseur de Darwin. Et Lovejoy, il soutient l'idée que Kant, qui a écrit un certain nombre de textes sur la possibilité de l'évolution des espèces, j'y reviendrai, est tout sauf évolutionniste, hein, comme tous les penseurs de l'époque, sauf, dit-il, Schopenhauer. Bon. En 1984, il y a eu un livre important de Timothy Lenoir qui s'appelle Strategy of Life, où Lenoir défend l'idée que la philosophie de la biologie que Kant met en œuvre dans la critique de la faculté de juger et a eu un certain effet sur une lignée de biologistes essentiellement intéressés par le développement et l'embryologie, en particulier Johann Blumenbach et Karl Ernst von Baer et éventuellement Johannes Müller, et que d'une part, et que d'autre part, cette lignée de biologistes a une vision assez différente donc de la méthodologie de la biologie et à partir de là de l'évolution d'une autre école de penseurs allemands qui s'appelle la Naturphilosophie, qu'on a souvent pourtant généalogiquement reliée à Kant et qui sont des penseurs tels que Schelling, Oken, Hegel, etc. Alors, et pour terminer, donc si vous voulez, l'idée c'est qu'il y a Lovejoy vous dit que Kant ne s'intéresse pas du tout à l'évolution. Lenoir dit que Kant a eu, via sa reconception de la méthodologie de la biologie, un certain effet sur la pensée de l'évolution, mais la pensée de l'évolution sans avoir d'effet sur Darwin. Des penseurs qui ont une idée non darwinienne de l'évolution, sur laquelle je reviendrai. Et enfin, en 2002, Robert Richards, dans un livre qui est une grosse synthèse sur la vision de la biologie par les philosophes et les penseurs allemands du début du 19e siècle, a soutenu la thèse qu'en fait, les Naturphilosophen, donc des gens qui avaient une idée de l'évolution qui n'est même pas celle dont Kant, Girtaner, Blumenbach, von Baer parlent, avaient eu une certaine influence sur Darwin. Donc mon exposé va essayer de voir un petit peu pourquoi Richard dit ça. Ça a été une affirmation très controversée. Bon, donc, je vais commencer par parler de l'idée de la chaîne des êtres et du transformisme, d'une possibilité de transformisme conçue au XVIIIe siècle. Ensuite, je m'occuperai de comment on peut la controverse qui a consisté à se demander comment on peut limiter ce transformisme. Et puis le troisième point, ce sera les raisons, si vous voulez, empiriques et théoriques du rejet du transformisme à la fin du XIXe siècle. Et les deux derniers points seront consacrés à une reconception d'un certain évolutionnisme par les penseurs donc, de la naturphilosophie au début du XIXe siècle. Le premier point, donc, c'est que au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de penseurs qui pensent que les espèces se transforment. Derrière ça, il y a, si on prend, si vous voulez, une espèce d'histoire des idées sur une échelle très très large, derrière ça, on peut soutenir qu'il y a en présent le motif métaphysique que la nature, c'est une grande chaîne d'êtres de perfection croissante, et que si vous voulez, il n'y a pas de continuité, et donc l'ensemble des espèces se répartissent donc selon cette chaîne ou cette échelle. Donc Arthur Lovejoy, dont j'ai parlé, a consacré une étude, The Great Chain of Being, célèbre sur l'histoire de ce motif. Il lui trouve une origine plotinienne qui est en gros que dans l'Antiquité, donc le penseur grec Plotin disait que si Dieu fait deux formes, Dieu étant infiniment puissant va aussi faire les intermédiaires. Et donc, c'est une
ça implique une vision métaphysique selon laquelle, par exemple, comme dira Leibniz au XVIIIe siècle, la nature ne fait pas de saut, ou comme dira encore Buffon dans l'histoire naturelle, tout ce qui peut être est. Bon. Mais le point qui est absolument fondamental ici, c'est qu'au XVIIIe siècle, selon Lovejoy, cette idée de chaîne des êtres va se voir temporalisée. Hein. Donc des penseurs qui ont envisagé l'idée transformiste, tels que Robinet, de Maillet ou Diderot, font partie de cette espèce de temporalisation de la chaîne des êtres. Alors là, je cite Leibniz. Hein, pour que la beauté et la perfection universelle des œuvres de Dieu atteignent leur plus haut degré, tout l'univers, il faut le reconnaître, progresse perpétuellement avec une liberté entière, etc. Bien que beaucoup de substances aient déjà atteint une grande perfection, la divisibilité du continu à l'infini fait que toujours demeurent des éléments qui sommeillent, qu'il faut encore réveiller, développer, améliorer. Donc l'idée fondamentale, c'est qu'il y a eu une sorte de chaîne des êtres, et que cette chaîne des êtres, elle serait, à partir du XVIIIe siècle, on commence à penser qu'elle se réalise dans le temps. Le texte était de 1706, je crois. La question que ça va poser, alors, si on applique ce motif de la chaîne des êtres temporalisée à la classification des espèces, c'est, mais comment, quels sont les mécanismes de la transformation, hein. Bon, je laisse totalement de côté la marque qui vient après, mais effectivement, pour Buffon, par exemple, le climat est un effet qui a un effet sur les variétés qui, à terme, impliquent la production pas de nouvelles espèces, mais de nouvelles races. Mais toujours dit que c'est un mécanisme, donc l'effet du climat, par exemple, les blancs qui deviennent plus noirs en allant vers le sud, c'est un mécanisme qui rend compte de cette transformation. Au niveau de ces mécanismes, il y a quelque chose qui va être très important, qui va être la connexion entre les théories du développement et cette idée donc de chaîne des êtres temporalisée qui est une forme de transformisme. Hein. Alors, on sait qu'au XVIIIe siècle, il y a la théorie du développement a deux branches, deux options. Hein, les gens qui pensent que tout est préformé dans l'embryon et les gens qui pensent qu'il y a apport incessant de nouveautés, donc les préformistes et les épigénétistes. Je ne refais pas, bien sûr, le débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il va y avoir des préformistes tels que Bonnet ou Haller, qui vont avoir une vision, mettons, plus souple de la préformation et qui vont plutôt penser en termes de germes comme des potentialités, et non pas des individus en miniature, mais des potentialités qui se développent pendant l'histoire développementale et qui ne sont pas forcément des formes identifiées. Et donc, on peut, à partir de là, on peut tout à fait penser que c'est ce que pensera Bonnet, hein, que des nouvelles espèces peuvent arriver parce que elles actualisent certaines de ces potentialités qui sont là donc dans les germes de l'individu pendant le développement et l'embryogénèse. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une connexion forte entre ces théories du développement, et à l'époque, le mot évolution signifie le processus par lequel le germe préformé va se développer dans l'individu adulte, et puis le transformisme. Donc il y a une sorte de solidarité entre l'évolution, donc au sens XVIIIe siècle, de développement d'un embryon, d'un côté, l'évolution au sens actuel de transformisme, et la solidarité, elle est due au fait que dans les deux cas, vous allez avoir une théorie des germes comme potentialité en développement qui rend compte de l'un et de l'autre. C'est pour ça. Alors Blumenbach, qui dans son manuel d'histoire naturelle, soutient une théorie du développement de ce type, va pouvoir dire qu'effectivement, à partir de cette théorie, il explique des faits qui rendent plus que vraisemblable que dans la création actuelle, il naît de nouvelles espèces de corps organisés. Alors, cette théorie transformiste, en lien avec la théorie du développement, va poser un certain nombre de problèmes philosophiques qui ont intéressé Emmanuel Kant, qui a quelques pages finalement assez riches sur ces questions-là, et donc dont je vais parler maintenant. Alors, l'une des pages connues de Kant, c'est une recension de l'ouvrage de Herder, idée pour une philosophie d'histoire de l'humanité. Et dans les premiers livres, Herder développe une théorie dont je vais parler qui est transformiste, et Kant va faire un compte-rendu assez célèbre en 1787 qui sera une récusation totale de l'idée d'évolution. Donc pour Herder,
si vous voulez, les espèces viennent les unes après les autres historiquement, et d'une certaine manière selon un plan. Par exemple, les mammifères vont arriver uniquement après que toutes leurs conditions soient là, et leurs conditions, c'est d'autres animaux, en particulier les poissons, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a une transformation des espèces les unes dans les autres selon un plan, et l'idée de Herder, c'est que le mécanisme qui développe ça, c'est l'actualisation progressive d'une ce qu'il appelle une force générique, qui est une force aussi à l'œuvre dans le développement des individus. Et il dit donc le développement, la force générique est la mère de toutes les formations sur la Terre que le climat ne fait qu'activer de manière hostile ou bienfaisante. Bon. Alors, le transformisme de Herder est fondé sur une théorie du développement, mais sur une théorie, cette fois-ci, beaucoup plus épigénétiste que par exemple, la vision de transformiste qu'aurait pu avoir Bonnet. En particulier parce que pour Herder, la force générique à l'œuvre peut prendre finalement toutes les formes possibles. Bon, je passe un peu la citation parce que je vais aller plus vite, mais cette idée que la force générique peut prendre toutes les formes possibles, c'est là-dessus que Kant va intervenir et critiquer. Bon, Kant a contribué à la question de la variété et des espèces, de la détermination des critères pour distinguer les variétés et les espèces, par deux textes, dont un en 1775, dans le contexte de l'anthropologie, parce que quand on regarde la fin du XVIIIe siècle, effectivement, l'une des grosses questions de l'anthropologie naissante, en particulier en Allemagne, c'est quoi la différence entre les hommes et les animaux, d'une part, et c'est quoi la différence entre les races humaines, d'autre part. Et donc, Kant va avoir une théorie qui, alors il reprend le critère buffonien de l'espèce, et son ajout, c'est de dire qu'il y a des caractères héréditaires, que les caractères héréditaires susceptibles de métissage définissent les races. Donc selon Kant, par exemple, blanc et noir, il y a métissage, donc blanc et noir, ça définit une race, blond et brun, ça ne définit pas une race, parce qu'il n'y a pas de métissage, quand vous avez deux individus qui se reproduisent. Et donc il interprète ça en disant que une espèce, c'est une souche qui comprend des potentialités latentes qui peuvent être actualisées dans un environnement. Par exemple, le blanc va avoir dans l'environnement européen certaines potentialités qui seront actualisées, qui sont liées à sa manière de s'adapter au climat, et le noir aura d'autres potentialités actualisées liées à sa manière de s'adapter au climat. Bon, alors, l'autre conséquence, c'est que, alors je vais appeler ça transformisme dans les limites de la simple raison pour paraphraser un texte connu de Kant sur la religion, mais si vous voulez, c'est l'idée que, certes, il va y avoir de la transformation, parce qu'à chaque fois que des espèces vont, que des vivants vont changer d'environnement, ça va éventuellement actualiser de nouvelles potentialités, mais ces potentialités étant toujours là, de manière latente, ça ne va pas en créer de nouvelles. Donc, en particulier, les barrières spécifiques ne pourront pas être franchies. Alors, la critique de Kant, qui est finalement très longue et que je ne vais pas lire en détail, c'est simplement l'idée que pour Herder, vous avez une vision sur laquelle il y a une force générique dans la vie, et que cette force va créer des formes nouvelles au fur et à mesure que les vivants changent d'environnement. Alors en même temps, ça a lieu selon un plan, mais on a du mal dans le discours de Herder à rendre compte du fait qu'il y a une espèce de providentialisme de l'apparition des espèces, et à articuler ça avec l'idée qu'il y a une force générique, plastique, capable de tout. Alors pour Kant, il faut concevoir que cette force générique, elle consiste à actualiser des germes, ou des potentialités, et l'ensemble des potentialités dans une espèce est effectivement bien plus grand que les potentialités actualisées, mais on n'en crée pas de nouvelles. Et alors, ce que dit Kant, c'est pour que donc, les idées en italique, c'est la théorie elle-même de Herder, soit valide, il faudrait qu'il y ait une parenté entre les espèces, donc soit qu'une espèce soit issue de l'autre, et toutes les espèces issues d'un unique genre originel, soit qu'elles fussent issues d'un unique sein maternel producteur. Et ça, c'est une idée, c'est une perspective si monstrueuse que la raison recule d'effroi devant elle. Et pourquoi la raison recule d'effroi devant l'idée d'une vraie évolution, donc généralisée aux espèces et non pas, comme chez Kant, juste aux variétés? C'est parce que si vous n'avez plus de notion d'espèce, vous ne pouvez plus classer vous pouvez plus donc classer vos individus, vos organismes, vous ne pouvez plus les comparer, et finalement, vous pouvez plus, puisqu'on crée des concepts en comparant, vous ne pouvez plus créer des concepts.
Donc, si vous voyez, ce qui est en jeu là, c'est pour ça que Kant dit la raison recule l'effroi, c'est ce qui est en jeu là, c'était la possibilité de connaître ou de concevoir en créant des concepts. Alors, outre la connexion avec la théorie du développement, donc dans l'idée de transformisme, donc sur laquelle réfléchit Kant, alors le texte est de 1785 et il revient en 1791, il y a comme justification de l'idée transformiste le motif morphologique, l'idée que si on prend des animaux très divers, on a l'impression qu'effectivement il suffit de quelques transformations pour passer de l'un à l'autre. Alors je cite Buffon dans l'Histoire naturelle et Diderot en 1753, hein, si tous les deux voient qu'on pourrait éventuellement regarder en particulier l'ensemble des vertébrés comme une sorte de thème sur lesquels les espèces réalisées sont des variations. Et alors ça, c'est ce que Kant va considérer, donc ça on dit c'est la critique de la faculté de juger, c'est quelques années plus tard, hein, et il a une position un petit peu différente. Il dit, on voit donc avec l'anatomie comparée, hein, c'est ça le motif d'envisager une hypothèse transformisme ici, grâce à l'anatomie comparée. On voit une admirable simplicité de plan, on allonge tel par-ci, on raccourcit tel autre, etc. Et on va avoir l'idée qu'avec le principe du mécanisme de la nature, c'est-à-dire une transformation qui s'opère par des lois physiques simples, on envisage que, si vous voulez, les proximités en quelque sorte topologiques ou mathématiques entre plans d'espèces. L'idée que, par exemple, en rapetissant une girafe, on peut avoir quelque chose comme une souris, ou parce qu'il y a une transformation continue qui passe de l'un à l'autre. Cette transformation continue, elle a été réalisée par un certain mécanisme dans la nature. Donc Kant dit, une fois qu'on a vu la parenté de plans, on a l'idée d'un mécanisme qui a produit historiquement, réellement, toutes ces espèces. Donc on envisage l'idée d'une parenté réelle des formes dans la nature à partir d'une mère originaire commune. Et donc, Kant continue, il est permis à l'archéologue, ce qu'il appelle l'archéologue de la nature, hein, de faire surgir, d'après tout son mécanisme connu ou supposé, cette grande famille de créatures, de traces qui sublisent des plus anciennes révolutions de la Terre. Bon, Alors, pour Kant, en 1791, finalement, ça c'est une hypothèse logiquement plausible. Hein. Il pourrait y avoir un mécanisme qui explique toutes les similarités entre plans des différentes espèces. Et alors, en fait, il va distinguer des degrés d'objection qu'on peut faire à l'ensemble des hypothèses qui tournent autour d'une évolution, d'une transformation des espèces. Donc, il distingue deux points. Le premier, qui est ce qu'il appelle la génération équivoca, c'est-à-dire le moment où vous passez de la matière à des organismes. Parce que dans l'hypothèse qu'il envisage d'archéologie de la nature, on a un mécanisme qui, à partir de la matière, crée des cellules, des organismes très simples, comme à l'époque des infusoires, et puis qui se complexifient. Bon. Et donc, équivoca, c'est-à-dire de deux genres différents. Et puis, d'autre part, il y a la génération univoca, c'est-à-dire entre deux êtres vivants. Et celle-là, elle peut être de deux sortes, soit qu'on génère d'une espèce à une autre différente, donc génération hétéronyme, soit ordinairement d'une espèce à la même, génération homonyme. Et ce qui est intéressant, c'est que conceptuellement, les objections sont d'ordre différent. La génération équivoque, donc finalement la génération spontanée, pour Kant est logiquement impossible, parce que dans le passage que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, mais ce qu'il dit, c'est que certes, on peut faire éventuellement penser que des espèces se produisent les unes les autres, mais comme pour penser un organisme, et ça c'est la thèse générale de Kant, pour penser un organisme, il faut présupposer qu'il existe une organisation. Si vous voulez, on ne peut pas le faire surgir de la matière. Il y a un problème épistémologique sur lequel je ne reviens pas, ce n'est pas le même type d'explication, le même type d'intelligibilité, donc on ne peut pas franchir cette frontière. Par contre, on pourrait éventuellement avoir un mécanisme qui vous fasse passer d'une espèce à une autre, mais c'est juste, dit Kant, que ça, ce n'est pas empiriquement attesté. Donc on n'a pas, même si on envisage des mécanismes, on n'a jamais vu une girafe engendrer autre chose qu'une girafe. Donc,
conceptuellement, dans le problème de l'espèce de vue d'ensemble des transformismes que Kant fait en 1791, ce qui est en jeu, c'est deux frontières. La première qui est de la matière à l'organisation, mais elle est infranchissable parce que c'est deux styles d'explication différents, pour expliquer la matière, pour expliquer l'organisation. Et puis, entre espèces, et ça c'est une question empirique. Et l'enjeu, c'est donc ce serait de trouver un mécanisme plausible de transformation qu'on n'a pas encore. Hein. Alors pourquoi Kant se repose la question en 1791 et pourquoi elle est importante? Parce qu'évidemment, dans sa théorie que vous avez une espèce, c'est des germes, et puis il y en a qui sont latents, et ils vont être actualisés selon les environnements, on pourrait dire oui, mais d'accord, vous pourrez peut-être avoir le germe des vertébrés dans lesquels il y a tous les vertébrés qui seront actualisés selon les environnements où iront les organismes. Rien ne vous indique qu'il faut une souche avec un ensemble de germes limités pour, par exemple, les canidés, une souche pour les félins, etc. Bon, donc c'est pour ça qu'il réenvisage la question dans ce livre. Alors, bon, ça je passe. Mais l'idée essentielle donc, de Kant dans le passage, c'était que le transformisme, avec l'idée d'avoir encore une fois une explication mécaniste de l'apparition des espèces, ça rencontre des objections empiriques quand même insolubles. Et c'est dans le texte, c'est ce qu'il appelle l'aventure de la raison, c'est avoir cette espèce de grand panorama transformiste de l'ensemble des espèces. Et Goethe, donc un peu plus tard, après avoir lu la critique de la raison pure, mais toujours à la fin du XIXe siècle, XVIIIe siècle, va essayer de prendre cette question du transformisme autrement. Et donc il dit rétrospectivement, il va dire à l'époque je me suis embarqué avec Herder dans l'aventure de la raison, hein, donc ce que Kant proscrivait, alors en particulier dans la métamorphose des plantes et dans ses essais de morphologie. Et alors dans la métamorphose des plantes, vous avez donc l'idée qu'il va montrer comment chaque plante, par un processus de métamorphose, je reviendrai sur le mot, construit son cycle et comment ce cycle peut être, par ailleurs, se transformer pour donner le cycle d'une autre plante, etc. Donc vous avez deux niveaux de transformation en fait. Le premier, et ce qui soutient, c'est que donc vous avez la transformation de la plante où finalement c'est une même entité. On peut le concevoir comme une même entité qui se transforme, donc le même organe qui s'est développé en tant que feuille sur la tige, a revêtu des formes très variées, se contracte maintenant pour donner le calice, s'étend à nouveau pour former un pétale, se contracte encore dans les organes sexuels, pour s'étaler une dernière fois dans le fruit. Donc vous avez un processus dans lequel il y a une entité qui subit une transformation, et ce processus lui-même peut, en modifiant certaines des étapes, donner un autre processus cyclique qui caractérise une autre plante. Et donc, l'idée de Goethe, c'est que la métamorphose, donc vous avez deux degrés de métamorphose, le cycle de la plante elle-même, et puis la métamorphose d'un cycle à l'autre, et c'est toujours la même transformation, conceptuellement parlant. Et l'idée de Goethe, c'est qu'il va laisser de côté les explications, dans les deux cas, l'explication des mécanismes. Ce qu'il veut montrer, c'est que vous avez chaque plante obéit à une sorte de transformation idéale et que l'ensemble des plantes obéit, lui aussi, à une sorte de transformation idéale, par exemple, le processus d'une tulipe au processus d'une rose, vous avez une possibilité de passer de l'un à l'autre. Bon. Et dans cette manière de voir, si vous voulez, il ne parle pas de la feuille empirique, Goethe, et donc des processus finalement mécaniques qui arrivent à la feuille empirique pour devenir un pétale ou mais il parle de la feuille comme genre de quelque chose d'entité en quelque sorte transcendantale, au sens où c'est ce qui fait connaître ce qu'on présuppose pour pouvoir connaître le procès. Et c'est comme ça qu'il peut en quelque sorte égaler notre connaissance, mettre sur le même plan le processus de la plante lui-même, et puis à un second niveau le processus de transformation des processus de plantes, qui est la transformation des espèces de plantes. Hein, c'est pour ça qu'il dit qu'à un moment, si le calice est une feuille contractée, on peut décrire le même processus à partir du calice et dire que la feuille est un calice répandu. Ce qui est essentiel, c'est de trouver un moyen de décrire la forme du processus que chaque plante actualise. Et à partir de là, la forme du processus de transformation des processus qui est l'évolution des plantes. Hein,
Donc c'est pour ça qu'il dit, sans prétendre vouloir découvrir les ressorts générateurs premiers des actions de la nature, nous avons fixé notre attention sur la manifestation, c'est le point important, des forces par lesquelles la plante transforme progressivement un seul et même organe. Donc vous avez une sorte de logique de la manifestation de la plante. Vous ne cherchez plus les mécanismes variés qui génèrent des formes de plantes. Vous expliquer, c'est plus identifier des mécanismes, mais expliquer, c'est, je cite encore, établir des lois de transformation au moyen desquelles la nature sait produire les formes les plus différentes en modifiant un seul et même organe. Donc le pétale est le produit d'une transformation de la forme feuille. Une plante d'une certaine espèce est une transformation de la forme plante d'une espèce antérieure, mais pas au sens d'un mécanisme de transformation. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est important dans l'ensemble de ces textes, c'est que vous laissez de côté le lien entre embryogénèse et évolution. Vous vous centrez sur les processus de transformation de la forme plutôt que sur les mécanismes de génération des organismes. Et donc, de fait, vous contournez la critique que faisait Kant au projet même transformiste, qui était qu'il n'y a pas d'attestation empirique d'une espèce qui se transforme dans une autre, il n'y a pas non plus de mécanisme plausible. Mais la question ne se pose plus à ce niveau-là. Et alors, la naturphilosophie donc, va développer, en fait, va être intégralement évolutionniste, mais développer cette idée d'évolutionnisme. Alors, la naturphilosophie, il me reste 5 minutes, largement. La naturphilosophie, c'est un mouvement donc de philosophes. Alors, c'est un projet, si vous voulez, de réinterprétation philosophique générale des sciences de la nature. C'est un projet qui se développe à la fin du XVIIIe siècle. L'une des figures majeures, c'est Schelling. Alors, j'ai mis un des titres, mais bon, il y a dans l'ensemble des gens qui développent le projet, il y a Oken, il y a Friedrich Bader, Joachim Ritter, il y a beaucoup de médecins. Des gens qui vont faire aussi des expériences de physiologie, qui s'intéresseront au galvanisme. Il y a Hegel, qui a considéré la nature, qui fait de la philosophie de la nature, donc c'est pas le même mouvement exactement, mais vu de loin, c'est quand même assez proche. Le livre de Robert Richards dont j'ai parlé est une bonne, excellente synthèse de tout ça. Alors, le projet de la naturphilosophie, c'est l'idée donc de réinterprétation des sciences naturelles dans un schéma universel de signification. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Schelling va dire la relation chimique, c'est une relation où vous avez deux entités qui interagissent et qui, en quelque sorte, acquièrent une nouvelle identité par l'interaction, à la différence de la collision de deux boules de billard. C'est un type de relation, le chimisme, et finalement, c'est une catégorie universelle de pensée. Et donc, vous avez ça, certes en chimie, mais vous avez ça, par exemple, en sociologie, vous avez ça dans les sentiments, etc. Si vous prenez le livre de Goethe, justement, Les affinités électives, où il décrit la relation amoureuse en termes chimiques, il reprend les termes, les affinités électives, c'est exactement cette idée-là que vous avez dans la naturphilosophie, appliquée, montrer que ce que les scientifiques décrivent comme des phénomènes chimiques, avec certaines catégories, c'est quelque chose d'absolument généralisable à tous les niveaux donc, de la réalité, et qu'en même temps, quand on a le concept absolument universel, donc le chimisme, on peut mieux comprendre les phénomènes chimiques. Alors ça, c'est l'idée très générale de la naturphilosophie, je ne reprends pas, mais je ne développe pas. Alors, une figure importante pour la naturphilosophie, ça a été Killmayer, qui enseignait donc en 1790, enfin dans les années 1790 à Göttingen, et qui n'a pas écrit grand-chose, sauf un discours dans lequel, en gros, il dit que vous pouvez concevoir l'ensemble des espèces animales comme vous avez une force de sensibilité, une force de reproduction qui se subdivise en irritabilité, sensibilité, et qui est articulée différemment selon les espèces. Et vous pouvez concevoir comme l'échelle des êtres organiques comme une échelle de... Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a deux modes de la force de reproduction, mais bon, très généralement, vous avez une sorte de vision systématique de l'ensemble des espèces à partir des degrés de la force de reproduction. Bon, ça c'est quelque chose qui va être repris par Schelling et la naturphilosophie. Alors Schelling, pour lui, il y a des puissances de la réalité.
hein, et la classification des espèces va se comprendre. Alors, puissance, c'est le terme par lequel il comprend l'idée de force reproductive de Killmeyer. C'est un terme métaphysique, bon, donc que je ne développe pas non plus, mais c'est l'idée que l'ensemble des espèces, en particulier des espèces vivantes, se conçoit comme un développement de ce qu'il appelle la puissance. Et donc, ce développement, il est exactement comme, je disais, dans le cas de la vision goethéenne de la transformation, c'est quelque chose d'idéal. Alors, il est tout à fait probable que dans la réalité, les espèces sont venues les unes après les autres, mais ce qui est fondamental pour le philosophe ici, c'est le philosophe de la nature, c'est de concevoir l'ordre selon lequel les espèces sont arrivées dans la nature, parce que cet ordre s'explique par des raisons conceptuelles. Alors, pour terminer, je vais vous montrer en quoi alors, la naturphilosophie a été très controversée après, en particulier parce que beaucoup des grands savants, si vous prenez même Dubois-Raymond, Schwann, Helmholtz, les grands savants de l'école allemande, matérialiste allemande de la seconde moitié du XIXe siècle, ont été formés par des gens qui étaient proches des naturphilosophen, et donc il y a eu un effet de réaction par laquelle la naturphilosophie a été vue comme la chose la plus anti-scientifique possible, ce qui était une vision assez facile à former en prenant quelques citations. Alors effectivement, historiquement maintenant, il y a beaucoup de travaux d'historiens des sciences qui essayent de réhabiliter certaines dimensions de la naturphilosophie, et de fait, elle a été extrêmement importante pour la morphologie britannique. Donc Coleridge, le poète de The Ancient Mariner, c'était énorme, a été une sorte de pont entre cette philosophie et puis les sciences britanniques. Il a fait des conférences d'introduction de la philosophie allemande à Londres, et il a été très influent sur Joseph Henry Green, qui a donné donc les Hunterian Lectures en 1824-1827. Donc Green, c'était un morphologiste qui avait donc les Hunterian Lectures, c'était donc commenter la collection anatomique d'anatomie comparée dressée par Hunter à Londres, hein, et c'était donc une conférence assez prestigieuse, et Green a été une sorte d'influence pour Owen, Richard Owen, dont on sait l'importance dans l'histoire du darwinisme. Et donc, ce que Green va dire, c'est qu'au fond, cette collection anatomique de Hunter, où on a donc tout un ensemble de crânes et de formes, etc., peut se concevoir comme l'embryogenèse donc on voit l'idée, l'embryogenèse d'un même organisme, mais l'idée, c'est que cette embryogenèse d'un même organisme, c'est la construction successive de divers types, hein, avec une tendance à réaliser un but, voilà. Et on ne comprend cet ensemble de la nature que par un insight into an ultimate end, c'est-à-dire par une vision du but final. Et ce but final est la réalisation de la sensibilité qui est en germe dans la nature, etc. Et donc on arrive effectivement à l'espèce humaine. Alors, la dernière phrase est, et c'est là où je voulais en venir, hein, la dernière phrase, donc cette manière qu'a Green de considérer la classification des espèces, et de la considérer, alors vous allez me dire c'est très traditionnel avec cette idée d'un but qui est l'homme, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la langue, puis bon, si on rentre dans les détails, on voit ça beaucoup mieux, mais la langue dans laquelle il explicite ça, c'est typiquement la langue de la naturphilosophie. Donc la dernière phrase, c'est à chaque fois, ce qu'on essaye de voir dans les transitions qui font le transformisme, c'est la transition de la vie à l'esprit. Et l'ensemble du développement de la classification des espèces, c'est l'explicitation de l'esprit qui est à l'œuvre dans la nature. Et ça, si vous voulez, c'est de manière intéressante, c'est ce qui est typiquement le leitmotiv de la naturphilosophie. Et c'était ça que la naturphilosophie essayait de dégager dans sa vision de la classification des espèces selon un mode qui est le mode goethéen, c'est-à-dire selon un mode de ce que j'ai appelé évolutionnisme idéal. Hein. Donc, voilà, alors je termine.
je souligne un point qui est que l'ensemble de ces visions de transformisme, je pense, témoigne du fait que le 19e siècle et en particulier la seconde moitié, fin de seconde moitié du 18e et début du 19e, c'est une historicisation progressive de la nature. En particulier l'idée que, par exemple, vous allez concevoir le système planétaire, vous le concevez mieux en regardant son histoire, en regardant comment le système solaire, par exemple, dérive d'une nébuleuse, etc. Et donc, ça, c'est un premier point. Le second point, je souligne donc l'interaction entre théorie de la génération, chaîne des êtres et évolution. Et le dernier point, je pense que dans cette histoire, si on regarde l'intérêt explicatif des auteurs, donc par exemple la manière dont Goethe et les naturphilosophes vont se tourner d'un intérêt vers les processus de développement éventuellement physiologiques, ce qui est aussi la théorie de Lamarck, vers des processus plutôt mathématico-logiques, on a une vision un peu plus fine de l'évolutionnisme extrêmement répandu de 1750-1820. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, merci beaucoup à Philippe Huneman pour cet exposé qui est un tour de force. Mais l'essentiel du but de cet exposé, c'était justement de montrer la richesse et la diversité absolument exceptionnelle de la pensée européenne, au fond, dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, concernant une multitude d'aspects qui vont finalement s'ordonner intellectuellement après Darwin. Et donc, il est intéressant quand même, ne serait-ce que très très rapidement, de donner à sentir à quel point nos très 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 lointains prédécesseurs ont déjà réfléchi sur le problème de ce qu'on appelle maintenant la biodiversité finalement.